Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Jean-Guillaume Isambard, qui est le cofondateur de Bio Hello. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Alors, est-ce que tu peux te présenter et notamment présenter ton parcours jusqu'à devenir cofondateur? C'est ce qui t'a amené à entreprendre. Oui, donc je m'appelle Jean-Guillaume, j'ai 42 ans et donc je vis dans la Drôme, au sud de Lyon, près de Valence. En fait, je pense qu'un parcours entrepreneurial, c'est d'abord un parcours de vie. Donc moi, j'ai passé 20 ans en Afrique quand j'étais petit. Et ensuite, je suis rentré en métropole faire mes études d'ingénieur agroalimentaire. Et j'ai travaillé 20 ans chez Danone, en France notamment, et aux États-Unis. Voilà, donc j'ai un parcours plutôt international. Et du coup, entrepreneur, c'est peut-être un peu le fil rouge de ma vie jusqu'à présent. Voilà, j'entreprends dans dans tous les domaines de la vie en général, le sport, la famille. Voilà, je porte souvent des ambitions assez fortes sur tout ce que je veux faire. Et je pense que voilà, c'est des critères un peu personnels qui m'ont poussé à devenir du coup entrepreneur et à quitter Danone il y a 3 ans maintenant pour créer BioHello avec Christophe Audouin, qui est mon cofondateur et mon compagnon de voyage. Et du coup, l'idée, c'était de rester sur un domaine d'activité qu'on connaissait, donc le yaourt, mais en essayant d'avoir une offre la plus durable possible. Et le fil rouge depuis le départ, c'est vraiment un projet de filière. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour que dans 10 ans, il y ait encore des éleveurs laitiers bio en France, en ayant des solutions de transformation à la ferme qui permettent de mieux valoriser leur travail en termes financiers et aussi en termes social. Comment est-ce qu'on reconnecte en fait l'agriculteur aux citoyens dans un environnement plutôt proche de la ferme. Voilà. Ok, alors on va revenir sur ce que vous proposez, à qui, comment, etc., votre unicité. Je reviens avant ça sur ton parcours entrepreneurial. Alors, comme souvent, quand on parle de nos histoires, ça paraît évident, mais qu'est-ce qui fait qu'on quitte une multinationale, Danone, et qu'on ose se lancer? Enfin, quel a été un peu l'élément déclencheur? Tu parlais de compagnons de voyage. Voilà, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, tout ça, quoi. Ouais, en fait le projet il est un petit peu né chez Danone, voilà, parce qu'on avait comme projet de pouvoir aider nos éleveurs à mieux valoriser leur lait et avec des solutions de transformation directe à la ferme. Et du coup, ben voilà, souvent des projets entrepreneuriaux comme ça et des choix de vie un peu drastiques comme ça, ben, ça se fait aussi au gré des rencontres et des projets et des envies qu'on porte. Donc voilà, moi j'avais envie de travailler pour une filière qui me tient à cœur. Avec Christophe, on était très complémentaires. Lui sur la partie plutôt commerciale, marketing, c'était l'ancien directeur général de lait de vache. Et moi plutôt sur des métiers plus opérationnels, puisque j'ai fait une grande partie de ma carrière en usine et dans les métiers des opérations. Donc du coup, voilà deux profils qui se complètent bien, une envie commune de faire avancer l'agriculture dans le bon sens, et peut-être la crise de la quarantaine aussi. Mais en tout cas, le fait que les planètes se soient alignées, d'un point de vue familial, d'un point de vue personnel, d'un point de vue financier, voilà, et tout ça, du coup, au bout d'un moment, ben, nous conduit à quitter un grand groupe qui était génial, avec plein de valeurs, mais qui correspondait plus forcément à ce que je voulais faire de mes 25 prochaines années, quoi. Ouais, ok. Et alors, bah, super. Et du coup, quelle est tu l'as dit un mot, mais quelle est votre spécificité, votre niche, votre unicité? À qui est-ce que vous proposez de la valeur et voilà, pourquoi ils viennent chez vous? En fait, bah, on a voulu aussi un projet dont le point de départ, c'est l'agriculteur et c'est comment est-ce qu'on valorise une filière laitière bio qui est actuellement en crise. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que voilà, dans 10 ans, on n'ait pas des fermes-usines qui ont 2000 vaches, mais qu'on garde une agriculture paysanne en France, des gens qui entretiennent nos paysages, nos forêts, nos routes, voilà. Et ça, c'était vraiment le point de départ. Ensuite, à partir de là, on s'est dit bah, comment est-ce qu'on peut faire pour aider un agriculteur, puisqu'aujourd'hui, il y a plein d'agriculteurs qui transforment leurs produits à la ferme. Mais en fait, on se dit que c'est un autre métier. Il faut savoir transformer du lait en yaourt, par exemple. Il faut savoir le commercialiser. Donc, il faut avoir des compétences en commercial, par exemple. Et c'est souvent des compétences que les agriculteurs n'ont pas.
ou aussi un manque de temps de leur part pour pouvoir avoir un projet qui puisse passer à l'échelle à un moment donné et être vraiment rentable pour eux. Et du coup, nous, on s'est positionné sur en fait tout ce que l'agriculteur ne veut pas faire, ou sait pas faire, ou ne peut pas faire. Donc du coup, on a une solution de microlaiterie. Donc c'est un condensé de technologie, on va dire, qui allie le meilleur du monde industriel, d'où on vient. Donc ça veut dire voilà, hautement automatisé pour sécuriser la partie bactériologique des produits, très performant en termes de main-d'œuvre, puisque c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre dans les fermes, par exemple. Donc on a ce premier package technique et technologique qu'on Donc propose aux ça veut fermiers. dire que vos clients là-dessus sont les éleveurs et vous leur, enfin, vous leur vendez, vous mettez à disposition une micro-laiterie chez eux qu'ils Tout à opèrent fait. après eux-mêmes. C'est ça. Exactement. Et Ok. ensuite, notre autre typologie de clients, ce sont nos distributeurs, puisqu'on propose en fait aux éleveurs de pouvoir racheter leurs produits s'ils le souhaitent. Ils peuvent commercialiser tout seuls s'ils ont envie, mais on peut racheter leurs produits et nous les revendre auprès de nos distributeurs. Et donc là, on a deux canaux de distribution assez forts. On a la grande et moyenne surface, donc la GMS. Donc là, on est sur de la poche d'1,2 kg de yaourt. Et on est sur de la restauration collective, publique et privée. Donc là, c'est de la poche de 5 kilos. Dans ce secteur-là, on a développé une fontaine à yaourt. Donc c'est une première en France sur du vrac en frais, en yaourt, Ok. où on peut donc du coup mettre cette poche dans le distributeur de yaourt, mettre cette fontaine à yaourt par exemple, sur la table de petit déjeuner dans un hôtel, Hmm. et les gens vont se servir du coup directement dans un ramequin, au lieu d'avoir alors soit le pot de yaourt individuel en plastique, soit le saladier avec la louche qui traîne depuis 2 heures à l'air libre. Voilà. Et donc, du coup, on a ce package à la fois technique et commercial qui permet en fait d'avoir un projet très abouti pour l'éleveur, avec comme ambition aujourd'hui en termes d'impact, c'est de valoriser leur lait 2 à 3 fois plus cher que quand ils le vendent directement à une laiterie. Ok. Voilà. Top. Et le Génial. projet, en fait, il est assez intéressant parce que, encore une fois, le fil rouge, c'est vraiment la filière bio et l'éleveur. Mais en fait, si on veut répondre pour moi aux problématiques environnementales du moment ou sociétales, il faut aussi porter des projets qui soient un peu multi-solutions. Et donc, du coup, on a un autre axe qui est hyper important, c'est tout ce qui est déchets d'emballage et de produits, puisqu'on arrive avec la poche de 5 kilos, par exemple, à réduire presque de 90% Ouais. notre impact plastique par rapport à un pot individuel. Et en termes de déchets aussi d'aliments, notre microlaiterie qui est très automatisée permet d'avoir des produits avec une DLC très longue, une date limite de consommation de 50 jours, alors qu'on est plutôt aux alentours de 21 jours ou 25 jours Ouais. en général pour des yaourts fermiers. Et du coup, ben, comme on n'a plus de DLC, on a moins de pertes en magasin ou chez le consommateur aussi. Donc du coup, voilà, on a un projet qui répond à différentes problématiques. Et je pense que c'est aussi important puisque chacun individuellement aussi place ses curseurs de choix alimentaires où il peut, en fonction de ses croyances, de son budget, etc. Et du coup, avoir un projet multicritère permet aussi de répondre à une multitude de problématiques que les gens, les consommateurs se posent aujourd'hui, quoi. Voilà. Ok. Alors, donc, vous êtes dans le secteur du bio ou de la bio, alors je ne sais plus, tu vas peut-être La pas. bio, ouais. Euh, quelle est enfin, quelle est la dynamique du secteur aujourd'hui? Comment est-ce que vous vous adaptez à cette dynamique, aux tendances actuelles? Voilà, comment est-ce que ça affecte votre entreprise et comment vous vous y adaptez? Ben, clairement, c'est un secteur qui est en crise aujourd'hui, hein. Les ventes sont en chute libre, les magasins bio ferment. Euh, Nous, en fait, on prône pour une bio accessible. C'est-à-dire, en fait, notre produit, OK, il a le label bio, mais finalement, c'est pas ça dans son ADN. En fait, c'est même plus un plus produit, Ouais. puisque pour nous, la bio, c'est certes un mode d'agriculture plus durable, le meilleur qui existe aujourd'hui pour préserver la biodiversité des sols, pour avoir demain encore des prairies. Et du coup, on, certes, on est bio, mais on fait un peu plus que ça, puisqu'on répond voilà, à d'autres problématiques sur notre projet, social et sociétal via Ouais. les agriculteurs, de déchets, d'emballage via d'autres types de contenants, et on révolutionne un petit peu l'usage d'un yaourt en restauration collective. Donc en fait, ouais, la bio est en crise, mais finalement, notre produit, il colle tellement à différentes problématiques du moment que on arrive à s'en sortir parce qu'on n'est pas que bio en fait. Voilà, on est Mhm. bio, on est local, on est circuit Ouais. court, on est zéro déchet, on est vrac. Enfin, voilà, on peut.
on peut expliquer plein de choses autour de la bio aussi, sur notre produit et notre projet. Ouais. Ouais, il y a une vraie cohérence et unicité du Mm. produit. Et puis, quelque part, comme vous êtes au final encore une jeune entreprise, vous êtes pas, vous n'avez pas forcément, en fait, vous avez commencé dans cet environnement-là déjà quasiment au moment où vous avez démarré. C'était plus haut, mais très Ce qu'on dit à rapidement. nos investisseurs, c'est qu'on est une jeune entreprise avec des cofondateurs qui ont de l'expérience Ouais. dans le domaine qu'on porte, parce qu'on est quand même pas trop loin de ce qu'on faisait avant. Ouais, Euh, voilà, voilà, c'est une jeune start-up mais expérimentée, quoi. excellent, excellent. Et justement, quand tu parles à tes investisseurs, qu'est-ce que tu leur dessines comme vision et comme ambition pour l'entreprise? Bah, il y a des ambitions, bien sûr, financières, mais avant tout, c'est un projet à impact qu'on porte. Et du coup, on va plutôt chercher des investisseurs qui ont déjà envie d'impacter le monde avant de faire un placement financier. Donc ça, je pense que c'est le cas des gens qui nous suivent sur un premier tour de table là, qu'on a en cours. Et du coup, ben, ce qu'on leur dit, c'est que voilà, on veut améliorer euh, le métier d'agriculteur. On veut faire en sorte que les jeunes générations puissent reprendre des fermes demain. On veut faire en sorte de proposer un yaourt qui soit bon. Aujourd'hui, c'est du lait entier et des ferments. On n'a rien d'autre. On n'a pas de poudre, on n'a pas de texturant, on n'a pas de gélifiant. Voilà, c'est un produit très sain. Et on a envie donc d'impacter aussi la santé de nos citoyens avec ce yaourt et puis de révolutionner un usage, voilà, avec des premières propositions pour sortir de ce fameux pot de yaourt en plastique, voilà, qui est commercialisé aujourd'hui et qui représente pratiquement l'intégralité du business. Ouais, Voilà, et du coup, ce qu'on porte avant tout, c'est des valeurs. Et après, bien sûr, dans le SS, il y a d'abord l'économie aussi. On ne fait pas de social sans forcément faire d'économie. Et du coup, la partie financière et le business plan enfin, sont clés dans l'aventure. Et voilà, la feuille de route, en fait, c'est ça qui est un peu compliqué dans les projets impact, c'est que la feuille de route, elle est double, quoi. À la fois, on doit répondre à des enjeux économiques parce qu'on est une entreprise comme les autres et voilà. Et en même temps, on doit répondre à des enjeux d'impact. Donc, en fait, on a un double tableau de bord, quoi. On a ouais, un tableau de bord financier, on a un tableau de bord KPI d'impact, par exemple. Voilà. ok. Et quand on regarde toi ou vous deux en tant que chef d'entreprise, donc vous avez créé à deux, puis vous avez embauché. Comment est-ce que tu vois déjà depuis le démarrage l'évolution de ton métier de chef d'entreprise et potentiellement avec le développement de vos ambitions, comment est-ce que tu te prépares aussi à ce changement de métier Mais en fait, je suis très heureux de la tournure que prend l'entreprise. Bah, chez Danone, on avait tous les deux des postes quand même à responsabilité, avec des équipes à gérer, voilà. Et c'est vrai que sortir de ce monde-là d'un coup et se retrouver finalement assez seul, euh, là ça fait 2 ans, 3 ans qu'on vit cette aventure tous les deux, quoi. Ben ça change déjà beaucoup le rythme quotidien de plus avoir d'équipe à gérer. Et cette solitude qui est un peu pesante de temps en temps quand on vient encore une fois d'un grand groupe et qu'on avait l'habitude voilà, d'avoir des gens autour de nous. Et donc du coup, en fait, il faut évoluer avec l'entreprise, personnellement, je veux dire. Il faut évoluer personnellement avec l'entreprise, selon les phases dans lesquelles elle se trouve. Et ça, je pense que c'est clé quand on est entrepreneur, quoi. Il faut vraiment s'adapter aux situations qu'on rencontre en général, mais aussi s'adapter à la forme de l'entreprise. Donc là, voilà, là, il y a un lâcher-prise à avoir avec les nouveaux salariés, par exemple, puisqu'il y a des choses qu'on faisait qu'on va faire faire. Ouais, Et puis voilà, faut recréer une ambiance d'équipe, faut recréer une équipe, faut recréer des rituels de management. Voilà, donc on revient petit à petit un peu à notre vie d'avant, on va dire, en tant que salarié manager. Euh, mais c'est plutôt pour le bien, parce que voilà, c'est aussi une facette de l'entrepreneuriat qui nous plaît bien. Et ouais, et on sort d'une phase un peu où on est seul devant tout, devant tous les items de l'entreprise. Et du coup, voilà, retrouver du collectif, ça va nous faire beaucoup de bien. Ouais. Mm. ok. Quand tu regardes un petit peu en arrière, ça a été quoi ton plus gros apprentissage? Euh, savoir s'adapter à toutes les situations et notamment, enfin voilà, on vit des moments très hauts, géniaux, et des moments très bas, pourris, en tant qu'entrepreneur.
Et du coup, voilà, c'est comment à chaque fois que on est sur un épisode un peu plus négatif ou compliqué, bah, comment est-ce qu'on garde espoir et qu'on met tout en œuvre pour pouvoir trouver une solution. Et ça, je pense que c'est encore plus vrai quand on est entrepreneur que quand on est salarié. Alors, on a aussi des comptes à rendre quand on est salarié, mais voilà, quand on est entrepreneur, ça nous appartient qu'à nous finalement au début, en tout cas. Ouais, et je pense que ouais, la résilience à avoir quand ça va pas, et puis ne pas non plus s'endormir sur les moments qui vont bien, parce que ça peut vite rechuter aussi. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et deuxième, c'est aussi savoir gérer les priorités, parce qu'en fait, il faut tout faire, hein. De la compta, du RH, euh, son corps de métier, voilà, pour moi les opérations, pour Christophe le commercial. Voilà, donc faut tout faire de l'opérationnel. Et du coup, c'est cette vie à 100 à l'heure. Tous les jours, en fait, on touche à tout tous les jours. Voilà. Et donc, faut savoir ben, jongler entre de la compta, de la com, du marketing, de la prod, des problèmes qualité, de la logistique, de la finance. Voilà, c'est notre quotidien. Alors, c'est super riche parce qu'on touche à tout. Ça peut être aussi frustrant parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, quoi. Ouais. Je pense que ça fera pas mal écho à nos auditeurs, dirigeants, entrepreneurs. Et du coup, ça répond peut-être du coup à ma prochaine question. J'allais dire, quel est le prochain apprentissage pour toi, clé, sur lequel tu vas travailler, en tant que dirigeant? Ben là, ça va être sur comment est-ce qu'on fait monter à bord nos nouveaux investisseurs. Euh, voilà, parce que bah là, pareil, à deux, on rend des comptes voilà, qu'à nous deux, quoi. Donc demain, si on a des gens qui nous font confiance, eh ben, il faut pouvoir aussi, d'une part, les faire monter à bord sur nos problématiques, nos enjeux, etc. Mais aussi, voilà, les intégrer dans des rituels aussi de management, de finance, les tenir informés. Voilà, donc ce management de stakeholder, on va dire, finance, ça va être un peu nouveau pour nous sur cette année. Et puis après, toute la montée en puissance du business, parce que bah là, on démarre fort 2024, et il va falloir que ça tourne et que ça suive en termes opérationnels, notamment sur le nombre de fermes qu'on va devoir mettre en route, et puis sur les distributeurs de yaourts, notamment, qu'il va falloir qu'on mette à disposition des hôtels, par exemple, pour assurer ben, la partie vrac et reste locaux du projet. Donc, Yes. comment l'adéquation entre le business et l'opérationnel, quoi. Mm. Ouais. Ok, génial. Est-ce qu'il y a un sujet, on arrive déjà à la fin, un sujet qu'on n'aurait pas abordé, et sur lequel tu voudrais t'exprimer? Bah, je pense que voilà, être entrepreneur, c'est à la fois de la vie pro et de la vie perso. Les frontières sont très diffuses entre les deux. Donc je pense que voilà, l'équilibre vie pro, vie perso, vie familiale doit être maintenu. Ça, je trouve que c'est une idée clé en fait de l'entrepreneur, parce que sur le long terme, en fait, on se scratch si on perd cet équilibre de vie. Voilà, et donc ça c'est vraiment un des vrais learnings sur ces 2 dernières années, c'est garder cet équilibre vraiment omniprésent, enfin, voilà, tout le temps, pour être sûr que voilà, on se crame pas trop vite en étant trop du côté pro, ou qu'on se crame pas aussi côté pro parce qu'on n'y passe pas assez de temps, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça c'est un vrai sujet, un vrai sujet. Et puis après, voilà, il faut porter des ambitions qui soient fortes. Et puis, en fait, l'objectif doit rester. Le moyen d'y arriver peut être multiple. Et du coup, voilà, cette remise en cause permanente, elle est clé aussi pour survivre. Parce que, voilà, on a tous les jours des sujets auxquels on est confronté et il n'y a pas qu'une seule manière d'y répondre. Mais en tout cas, l'objectif doit rester. Et le moyen pour y parvenir, lui, ben, voilà, peut évoluer au gré des rencontres, des aventures ou des mésaventures qu'on peut avoir. Ok, top. Merci beaucoup, pour ce partage, Jean-Guillaume, hyper, inspirant sur, bah voilà, une entreprise où on sent voilà, que tu la portes, enfin, il y a pas de sujet sur le Mm. sens et sur ce qui t'anime et sur, voilà, on sent que c'est vraiment porté avec des valeurs fortes et c'est passionnant. On suivra ça avec plaisir dans les prochains mois. Voilà, merci encore. Ça marche, merci. À bientôt.